Moi, je suis de ceux qui pensent que nous sommes héritiers d'une histoire littéraire qui s'est faite dans l'unité. Dans les années 1930, je m'adresse à un professeur de lettres comme moi, dans les années 1930 en France, la littérature africaine était une littérature d'unité de tous les Noirs qui se retrouvaient à Paris à cette époque-là. Avec les indépendances, 1960, je le disais ce matin, n'a pas été qu'une dislocation physique du territoire africain. 1960 a été aussi une période de dislocation de la littérature africaine. À la place de la grande littérature nègre, a été créée partout une littérature nationale. Et même des maisons d'édition nationales, chacun essayait de développer sa littérature nationale. Et maintenant, 50 ans après 1960, je pense qu'il est temps que nous allions vers la réunification de l'Afrique, que le combat de l'écrivain soit un combat de réunification. Et je pense que l'écrivain doit concevoir des idées qui vont dans ce sens-là. C'est dans ce cadre que je me dis écrivain africain du Sénégal, une manière d'utiliser le mot africain pour participer au combat panafricaniste. Je reste sénégalais, je suis fier d'être sénégalais, mais je pense que si tous les écrivains qui sont là, par exemple aujourd'hui, acceptent cette étiquette d'écrivain africain d'eux, il y aura écrivain africain du Sénégal, écrivain africain du Zaïre, écrivain africain du Mali. Et ce qui va nous unir, c'est le mot africain, qui va créer en nous une sorte de déclic dans le combat du panafricanisme. Un écrivain, à mon avis, c'est quelqu'un qui ne raconte pas simplement une histoire, qui ne dit pas simplement une chose, mais qui réfléchit aussi sur la manière de le dire. Il y a dans un texte littéraire le fond et la forme, c'est-à-dire ce qu'il dit et la manière dont on le dit. Maintenant, il faut soigner cette manière-là aussi. Il ne s'agit pas simplement de raconter une histoire, il faut avoir un style, une manière de raconter cette histoire pour la rendre attrayante. Sinon, chaque être humain sur la terre a une histoire à raconter. La différence viendra de la manière de le faire. Et surtout lorsque s'y ajoute que La Bruyère, en 1688, a dit « Tout a déjà été dit depuis plus de 7000 ans qu'il y a des hommes sur la terre et qui pensent. Donc on ne va plus refaire le soleil. La pensée humaine est là. On ne dira rien de nouveau. » Okay? Nous, du XXIe siècle, ce qu'on peut faire, c'est apporter notre touche personnelle dans la manière de dire. Le symposium et les rencontres internationales de la journée de l'écrivain, il y a d'abord au début une bataille. C'était la bataille de 1987 que nous avons menée à Brazzaville sur invitation du gouvernement congolais. Quand nous sommes allés mettre notre voix, il y avait Alioune Badrabé, il y avait moi-même, il y avait d'autres écrivains sénégalais. Quand nous avons été invités à aller participer au combat contre l'apartheid en 1987. C'est le départ du premier symposium littéraire africain. Donc, à partir de ce moment, l'écrivain s'est transformé en soldat de la plume dans l'Afrique indépendante. Et depuis lors, l'association des écrivains du Sénégal a eu comme tradition de perpétuer cela. Chaque année, de faire un symposium. S'il ajoute qu'à partir de 1992, c'est pourquoi on parle de 21e édition aujourd'hui, n'est-ce pas, l'Union africaine a décidé qu'une journée serait consacrée à l'écrivain africain. Et depuis 1992, nous sommes en train de célébrer cela et nous en sommes à la 21e édition où chaque année, nous nous réunissons entre nous écrivains sénégalais, nous invitons nos frères des autres pays d'Afrique pour qu'ils viennent réfléchir ensemble avec nous. En fait, tout cela, c'est la richesse de l'union, c'est ce qui nous intéresse. La touche particulière pour cette année, tu as raison, c'est qu'elle est consacrée à notre Maodo. C'est Cheikh Hamidou Kane qui a écrit L'Aventure ambiguë, dont j'ai dit que c'est un roman rasséréné de notre littérature. C'est un roman qui a amené le calme dans les années 1960, quand être romancier dans la littérature africaine de langue française consistait à tirer sur la colonisation. Rappelle-toi tous les romans de Ferdinand Oyono, de Mongo Betty, de Sembène Ousmane, qui cherchaient à faire voir le mauvais côté de la colonisation. Donc c'est Cheikh Hamidou Kane que nous avons choisi cette année de célébrer. Je pense qu'il le méritait quand même depuis 50 ans que ce roman existe.
quand ses jeunes frères, ses fils, ses neveux, aujourd'hui écrivains, décident de rendre hommage à son œuvre, je pense que c'est avec plaisir que nous le faisons. D'ailleurs, nous nous sentons honorés de le faire. Ce que je puis dire actuellement, c'est qu'il est extrêmement difficile d'être écrivain aujourd'hui en Afrique. D'abord, le problème de sécurité en dehors du Sénégal se pose pour les écrivains dans les autres pays. Mais au Sénégal, c'est le problème de la publication et de la diffusion de nos œuvres qui se pose. Depuis 3 à 4 ans, la direction du livre et de la lecture aide à cela. Mais les livres, il ne s'agit pas simplement de les produire, il faut aussi les diffuser, il faut aussi les amener vers les gens qui sont censés être les lecteurs ou bien les premiers gens qui vont comprendre, les premières personnes qui vont comprendre le contenu de ces livres-là. Parce que s'il s'agit d'écrire et de ranger, ce n'est pas la peine. Nous avons en tant qu'écrivains des messages à lancer, il serait bien qu'on nous aide à faire en sorte que ces messages atteignent leur cible. L'apport de l'écrivain sénégalais, c'est ça. Mais en fait, j'ai dit une fois lors d'une communication que moi, quelque chose me fait mal. Quand on parle de l'indépendance de l'Afrique, on oublie la valeur de 2 hommes, l'écrivain et l'ancien combattant. Mais ce sont ces 2 hommes-là qui ont été à la base de la libération de nos peuples, ça c'est indéniable. La preuve, ce n'est pas hasard que Senghor s'est retrouvé président du Sénégal en 1960, ce n'est pas un hasard. Et la plupart des écrivains étaient des hommes qui se battaient sur le plan politique à cette époque-là. Rappelle-toi, Lamine Gueye. Peut-être on me dira qu'il n'était pas tellement écrivain, mais les Birago Diop a été ambassadeur, Ousmane Sosé Diop a été ambassadeur, Abdoulaye Sadji a été inspecteur. Mais tous ces hommes-là, ont pris une part importante dans le combat pour la libération de nos peuples. Par exemple, en 1946, Abdoulaye Sadji était à Bamako. Lors du congrès de 1946, ça, il aurait pu dire je suis écrivain, je m'en tiens à ce rôle-là. Mais non, il avait une vision du rassemblement des peuples ouest-africains nés de l'empire, des États ouest-africains nés de l'empire colonial. Donc les écrivains ont participé à ce combat libérateur de nos peuples. Et maintenant, notre souci, c'est que l'écrivain continue. Parce que l'injustice existe encore. Les Blancs sont partis, d'accord, mais il y a des Blancs locaux qui sont nés à leur place et qui peut-être même sont plus violents vis-à-vis de leur peuple que le colonisateur quand il était là. Enfin, si j'en crois les romanciers, c'est les romanciers qui disent souvent ça. Rappelle-toi Fama Doumbouya qui disait, qui a passé son temps à injurier la France, etc. et qui ne se retrouvait pas dans les indépendances. Et Moussa Konaté du Mali, un de ces personnages, dit quand le blanc était là, il ne nous demandait que le prix de l'âme, il nous laissait faire tout ce qu'on avait envie de faire. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Alors, il n'y a pas d'énonciation des indépendances, il n'y a pas chose pire que la colonisation. Voilà. En fait, tout cela, ça signifie simplement que les indépendances africaines, elles ne sont pas bonnes. C'est des indépendances de petits États. Et l'indépendance d'un petit pays ne peut être qu'une petite indépendance. C'est mon intime conviction. Nous venons de suivre M. Djibril Diallo Falémé, qui est écrivain et également, il faudra peut-être le préciser, le proviseur du lycée de Ouakam. Il a vraiment eu à nous parler de l'essentiel de ce qui devrait être consacré à la journée nationale des écrivains, des écrivains africains. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que nous venons d'entendre? Ceci d'abord, c'est que Djibril Diallo Falémé, c'est un brillant intellectuel, un grand écrivain. Il faut le souligner. Il est à la fois poète, dramaturge et romancier. Et il a aussi l'art de la satire. Si vous lisez les romans de Djibril Diallo Falémé, c'est quelqu'un qui n'ose pas, qui ne craint pas du moins de pointer du doigt sur la vérité. Et je crois que c'est très bien que de l'avoir invité. Et si cet homme-là parle de la 21e journée de l'écrivain africain, il est normal qu'il puisse en parler, puisque lui-même il fait partie de l'association des écrivains du Sénégal. Nous avons eu à organiser cette 21e journée, dont le thème cette année, c'est littérature et droits de l'homme. Vous savez qu'il n'y a pas d'écriture d'écrivain sans les droits de l'homme. Et ce qui fait la particularité de ces journées, c'est que d'abord, c'est le Mali qui est l'invité d'honneur. Le Mali qui a traversé des soubresauts dramatiques
dans son histoire, qui a été atteint dans son intégrité territoriale. Et ensuite, l'écrivain qui a été honoré, c'est Cheikh Hamidou Kane, l'icône de la littérature, pas sénégalaise, pas africaine, mais mondiale, avec 2 livres extraordinaires, L'aventure ambiguë, Les gardiens du temple. Donc voilà l'homme qui a été honoré par l'association, par l'ensemble des écrivains. Parce que nous avons eu à avoir beaucoup de pays, beaucoup d'écrivains venant des pays africains. Nous avons eu le Mali, nous avons eu le Ghana, nous avons eu la Gambie, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Mauritanie et le Maroc. Tous ces pays-là sont retrouvés pour discuter de la littérature et des droits de l'homme. Et pour revisiter un peu, quel est le baromètre des droits de l'homme dans ces pays respectifs. Et je crois qu'on a fait un tour d'horizon à ce niveau-là, pour ne pas trop... Non, c'est important la précision. D'ailleurs, c'est ce qui nous a valu un peu à vouloir réfléchir un peu sur l'écriture et également le rôle de l'écrivain. Je pense qu'il y a nécessité, et je vais vous interpeller en tant que prof de lettres. Donc, pour l'usage académique, je voudrais qu'on passe d'abord par une définition des concepts. Si vous aviez à définir un peu les notions d'écriture, d'écrivain, quelle perception avez-vous un peu de ces notions qui pourraient peut-être nous permettre un peu de savoir justement le rôle des écrivains dans la société? Alors, définir les concepts, c'est déjà quelque chose d'assez difficile. Mais je considère l'écrivain comme étant celui-là qui d'abord s'amuse à écrire, parce que écrire est une action, c'est une activité qu'on peut mener en dehors de toute préoccupation, mais simplement le fait d'écrire, c'est-à-dire de jouer à écrire, de donner en fait une occasion d'exister à des mots, de traduire des mots, de relier des mots, et surtout maintenant en les faisant accompagner d'une certaine créativité. Parce que je fais, moi, la distinction entre écrire quand Seydi Sow ou Djibril Diallo Falémé manipule la langue pour créer un objet d'art, et par exemple, moi qui suis devant ma table, qui écris ma thèse, pour moi, il y a là 2 actions différentes. Parce que dans la thèse ou dans le mémoire de maîtrise ou quelqu'un qui fait un cours, pour moi, il ne s'agit pas en tant que tel de l'écriture en tant qu'activité de création. L'écriture, telle que je l'entends, dans le sens en fait où nous parlons, c'est pour moi une activité de création. Apprendre d'abord à jouer avec les mots, structurer des mots pour en faire un objet, l'écrit en tant qu'objet. Moi, c'est comme ça que je... Non, c'est intéressant, d'autant plus que vous-même, vous êtes, on l'a dit tout à l'heure, voilà. Vous animez des ateliers d'écriture. Voilà. Mais à quoi consistent réellement en fait ces ateliers? Très bien. Ouais. L'atelier d'écriture va dans ce sens-là. Il a comme objet principal, comme souci principal, de donner à des gens l'occasion, en fait, de saisir une opportunité. L'opportunité de jouer avec la langue sans un souci pédagogique ni didactique, mais simplement de jouer avec la langue et de créer un projet texte. Simplement, un objet texte. Créer un objet texte. C'est différent de ce que ferait un élève, parce que l'élève, quand il fait un texte en classe, c'est un texte sur commande. Ce n'est pas généralement un texte créatif. C'est le professeur soit qui lui donne un sujet de dissertation, il doit le faire, ou bien le professeur d'histoire ou d'une autre matière a écrit une leçon, il doit copier. Dans ce sens, dans ce cas-là, il n'y a pas de création en tant que tel. L'atelier d'écriture est un espace de création où des gens apprennent à jouer avec les mots pour créer en fait un objet texte. Et c'est comme ça, nous, que nous définissons l'écriture. Et avec un souci principal, peut-être, celui simplement esthétique, sans maintenant aucune préoccupation pédagogique ni didactique. On ne cherche pas à enseigner, on ne cherche pas à inculquer des notions ni quoi que ce soit, mais prendre la langue comme un objet de jeu et jouer avec, et créer un objet texte. Voilà. Comme disait Michel, frappe-toi le cœur, c'est là qu'elle est gênée. Bon, pour rebondir un peu avec M. Sow, Seydi, la précision elle est importante, Seydou et Seydi. Voilà, je voudrais revenir maintenant sur la notion de l'écrivain. Voilà, on parle d'atelier d'écriture, de l'écriture à l'écrivain. Pour vous, qu'est-ce que l'écrivain? Mais enfin, l'écrivain, à mon avis, c'est le lien le plus essentiel dans le rapprochement des peuples. Comme je le disais tantôt, pour moi, l'écrivain
et celui-là qui puise dans ses valeurs culturelles des éléments qu'il devrait proposer au reste de l'humanité. En ce sens, l'écrivain participe à l'épanouissement des peuples, au rapprochement des peuples. L'écrivain participe aussi, quelque part aussi, à la formation, à l'éducation des intelligences, si je peux m'exprimer ainsi. Je voudrais juste revenir sur un élément que vient de souligner le professeur, l'aspect écriture. Il l'a si bien dit que je ne peux pas m'empêcher de montrer toute l'importance que nous avons aujourd'hui de revoir la place de nos langues dans nos activités d'écriture. Parce qu'il a dit, c'est un jeu avec la langue, c'est un jeu avec les mots. En jouant forcément, on améliore la langue, on enrichit la langue. Mais si une langue ne peut pas faire l'objet ludique pour les enfants, pour les adultes, pour d'autres, cette langue-là risque de s'appauvrir. Et dans nos traditions africaines, justement, il y a des jeux de cette façon-là, qu'on pourrait appeler jeux d'écriture, même si c'était dans l'oralité, où on jouait fondamentalement avec la langue. Mais ces éléments-là, nous les avons presque perdus aujourd'hui. Mais ce n'est pas de renier le français qui me fait dire cela. Parce que le français, aujourd'hui, c'est notre langue de travail. C'est notre langue qui nous permet de nous faire entendre sur le plan international. On ne peut pas. Et aussi, c'est notre langue aussi de communication. Parce que si aujourd'hui on disait au Sénégal que chacun retrouve sa langue et s'exprime dans sa langue, on risque d'avoir une cacophonie, mais on risque de ne pas s'entendre d'une ethnie à l'autre. Donc le français peut être quelque part un lien à ce niveau-là. Mais il ne faut pas laisser de côté nos langues nationales. Nos langues nationales, c'est important la précision. Mais professeur, je voudrais encore revenir sur un aspect. Vous parlez donc de jeu avec la langue. Oui. Donc, est-ce qu'à force de jouer, on peut déjà devenir écrivain si on sait qu'il y a des gens qui défendent la thèse que l'écriture est un don en soi? Il ne suffit pas de... Si vous permettez, avant d'arriver, juste je relisais Boileau, la part de don dans l'écriture, peut-être qu'elle serait de 5%. Mais l'écriture, c'est du travail. C'est du jeu, mais du travail. On joue avec la langue, on écrit, on réécrit, comme dit Boileau, 20 fois sur votre ouvrage, polissez et repolissez sans cesse. En fait, l'écriture n'est pas un don. La part de ce qu'on appelle don dans l'écriture, ou je ne sais pas, de génie, à la limite, s'il y a une part de don dans l'écriture, ce serait peut-être 5%. L'écriture, c'est du travail. C'est un texte qu'il faut amorcer, qu'il faut lancer, qu'il faut enrichir, dont il faut supprimer certaines parties, substituer, déplacer, réécrire. Et ce sont en fait les 4 opérations de l'écriture en tant que telle. Écrire, supprimer, substituer, déplacer et enfin réécrire. L'écriture est une activité en fait récursive sur elle-même. Elle n'est pas en fait un don, c'est du travail. C'est ce que Senghor fait. Par exemple, pour écrire certains de ses poèmes, Senghor a fait une dizaine de versions. C'est Dissot quand il écrit une nouvelle, mais il fait une version, il doit retravailler la version. Un moment, la version est tellement floue parce qu'on a tellement raturé, on a tellement barré, qu'il faut copier sur un autre papier et recommencer, continuer le travail. C'est ce que dit Boileau, que je disais tout à l'heure avant d'arriver ici. En fait, c'est un ouvrage sur lequel il faut revenir 20 fois, il le dit, polisser et repolisser. C'est un travail qui se fait sans cesse. Ce n'est pas pour rien que Flaubert, par exemple, fait pratiquement 6 ans pour travailler sa Bovary. L'écriture, c'est du travail. C'est un jeu sur la langue, mais un travail un peu comme quelqu'un qui joue au football. Il faut revenir, réessayer les passes, réessayer les actions, mais c'est comme ça également, réessayer les phrases, réessayer les mots, écouter certains sons, voir l'harmonie de certaines phrases, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est 95% de sueur et peut-être 5% de don. Voilà, ça, vous rejetez d'office la thèse de Jean-Paul Sartre qui dit que quand on n'est pas poète né, on se tait. Votre vision est plutôt naturaliste et du moins réaliste des choses. Maintenant, la part de don, vous le dites tout à l'heure, est-ce que vous êtes mieux placé pour le dire? Parce que vous avez animé beaucoup d'ateliers d'écriture. Est-ce qu'il vous arrive après une animation
que des initiés puissent maintenant peut-être devenir des écrivains? Ah oui, ah oui. Moi, par exemple, à la maison d'arrêt des femmes de Liberté 6, où j'ai animé des ateliers d'écriture, je crois que d'ailleurs, Jack, vous m'offrez l'occasion de le dire à Seydi, il y a des pensionnaires qui aujourd'hui m'ont dit, Monsieur Faye, j'ai un manuscrit qui est prêt. J'ai un ensemble de nouvelles. Certaines me disent, j'ai un ensemble de poèmes qui sont prêts. Je veux qu'on m'aide à les publier. Parce que ce qui est passionnant dans ce jeu également, comme dans tous les jeux d'ailleurs, une fois qu'on y rentre et que vraiment on prend le virus, on n'arrête plus. On continue à écrire, surtout pour des gens qui sont en prison. Ils ont le temps, et puis la prison, évidemment, ce n'est pas un hôtel 5 étoiles, vous en conviendrez avec moi. Donc, il y a beaucoup de choses qui reviennent, et on a le temps d'écrire, de réécrire. Les écrivains, tous savent, Monsieur Jack, vous savez que les moments d'angoisse, les moments de solitude sont des moments où l'on se met facilement à écrire, à revenir sur certaines choses, et à explorer surtout sa mémoire. Et donc, il y a beaucoup de gens que j'ai eu à encadrer en atelier d'écriture et aujourd'hui continuent à écrire beaucoup, soit des contes, soit des poèmes, soit des nouvelles, etc. Malheureusement, la réalité de la prison est ce qu'elle est. Il n'est pas très facile de sortir les textes, sinon je vous en aurais Voilà. Vraiment. C'est intéressant la précision. La connaissance des lois ne précède jamais l'expérience. C'est bien de préciser qu'il y a donc beaucoup de gens qui, après un atelier d'écriture, commencent déjà à écrire et à produire. On le dit devant un éditeur, mais je voudrais encore rebondir sur ça. La situation de l'écriture et le temps de l'écriture. Parce que les élèves également me posent cette question. Ils demandent souvent pour combien de temps parfois un auteur peut prendre pour concevoir un ouvrage. Et également, quelles sont les situations qui favorisent un peu cette écriture. Vous avez parlé de prison, de la solitude, le temps et la situation de l'écriture. Est-ce qu'on peut revenir sur ça en tant qu'écrivain? Oui. La situation et le temps d'écriture. La situation d'abord, c'est que chaque écrivain a sa manière d'écrire. Et parfois, ce sont des manies que les écrivains ont en produisant une œuvre. Je peux en citer quelques-uns. Victor Hugo se mettait debout à sa fenêtre. Alexandre Dumas se couchait pour écrire. Et tant d'autres, et tant d'autres. Donc, il y a toujours, c'est comme en chanson, il y a une manière de faire pour pouvoir mieux chanter, il semblerait. C'est la même chose que dans le travail d'écriture. C'est vrai que c'est ce que le professeur vient de dire, c'est l'exacte vérité. C'est du travail. Mais je voudrais juste, avant de venir au temps d'écriture, souligner ceci au professeur. Et je suis absolument certain qu'il est d'accord avec moi. Il y a des gens dont le travail, justement, c'est de voir par quel processus l'écrivain est arrivé à son œuvre finie. De voir comment est-ce que ce roman-là a subi des transformations dans le temps pour devenir ce roman proposé au lecteur. Il y a des gens qui s'amusent à ça. Malheureusement, cet aspect, on risque de le perdre aujourd'hui. Parce qu'il y a maintenant l'ordinateur. Les gens travaillent avec l'outil informatique. On efface, on gomme, on déplace, on change, mais cela n'est plus apparent au niveau de l'ordinateur. Et cet aspect-là va se perdre. Et c'est dommage pour l'histoire de la littérature. C'est dommage pour l'histoire de la littérature. Maintenant, le temps, ça dépend. Ça dépend d'abord du thème, du sujet. Ça dépend aussi de la capacité d'écriture. Quelqu'un comme, je m'excuse de citer ces auteurs français, George Sand, qui ne se relisait jamais, qui passait tout son temps à écrire. Donc, il y a des gens qui ont cette capacité-là. Mais il y a d'autres, par contre, qui ont besoin de revenir, comme disait Boileau, toujours sur le travail. Il arrive parfois même que lorsque vous proposez un manuscrit à un éditeur qui vous dit « ne touchez plus, laissez-le tel ». Ne le touchez plus, parce que dès que vous ouvrez, dès que vous lisez, vous avez envie de retoucher. Moi, il m'arrive parfois de relire ce que j'ai écrit, je me dis, si là, je devais retravailler ici, je vais améliorer ici. C'est la même chose que jusqu'au bout de l'histoire que je suis en train de reprendre, mais à chaque chapitre, j'apporte des choses, des éléments nouveaux. Donc le travail d'écriture n'est jamais fini, n'est jamais terminé. Il arrive un moment où on pense qu'on pourrait proposer ceci au public. Et à partir de ce moment-là, on va vers l'éditeur. C'est l'éditeur maintenant, c'est à lui, c'est l'accoucheur de l'écrivain. C'est lui qui va juger est-ce que le travail est bien,
est-ce que le sujet est prenant, est-ce que le public est demandeur, et en ce moment, l'éditeur pourra dire à l'écrivain, je suis d'accord avec l'œuvre. C'est très important. Professeur, je voudrais encore revenir sur un aspect important, qui se trouve être maintenant, pourquoi écrire? À quoi sert l'écriture, j'allais dire? Voilà, je ne sais pas si la question est un peu claire à votre niveau. Alors, permettez quand même que je dise un mot sur ce que Seydi vient de dire, qui est très important. Vous savez, moi, quand j'anime des ateliers d'écriture, même si c'est avec mes élèves en classe, je leur dis, ne prenez pas de crayon, prenez un stylo. Quand ils me disent, monsieur, on va barrer, le cahier va salir, je dis, c'est très bien. Mais si vous regardez les manuscrits d'écrivains, les plus grands écrivains, mais leurs manuscrits sont tellement sales. Observez les manuscrits d'écrivains qui sont publiés, mais certains, il le dit bien, Hugo écrivait debout. Si vous allez place des Vosges, sa table est encore là-bas. D'autres, quand vous regardez leurs manuscrits, ils sont tellement sales, ils écrivent, ils dessinent, ils mettent des chiffres, certains mettent des cases, ils écrivent à l'intérieur, ils mettent des trucs à côté, ils font des dessins, et ainsi de suite. Et ça gardait la mémoire du texte. Malheureusement, on va perdre cela, comme le dit Seydi, à cause de l'ordinateur. Maintenant, pour revenir à votre question, le rôle de l'écrivain. Vous me posez une question vraiment très délicate. Alors, pourquoi écrire? Alors, l'écrivain, à mon avis, serait quelqu'un comme étant, si on pouvait le représenter comme un véhicule, je dirais que c'est le véhicule qui porte une culture, qui porte un être dans le monde et qui porte une façon d'être. Ça veut dire qu'il porte une façon d'être qui est la sienne, il porte un être dans le monde qui est le sien et celui de ses congénères, c'est-à-dire celui de la société, mais c'est également un véhicule qui porte tout un être en tant que tel, c'est-à-dire qui porte un ensemble de discours, un ensemble d'us et de coutumes, un ensemble de pratiques, un ensemble de valeurs qu'il se charge en fait de traîner un peu partout et d'offrir d'abord à ses congénères, ses frères qui le lisent, mais également il est le véhicule d'une société, parce que c'est grâce à lui que cette société-là peut exporter ses valeurs, ses façons d'être, son être dans le monde vers d'autres sociétés pour participer à un dialogue global. Moi, je le définirais plutôt comme cela. Et donc, l'écrivain est quelqu'un qui porte un discours et des valeurs en même temps. Un discours qui est le sien, mais qui est également celui de ses frères, mais un ensemble de valeurs également qu'il est chargé de transmettre, mais en même temps, dans ce discours-là, il est quelqu'un qui fonctionne comme un miroir, parce que c'est à partir de lui et de son œuvre qu'on lit une société. Pour comprendre la société sénégalaise, par exemple, on ne peut pas aujourd'hui, un étranger, par exemple, ne pourrait pas se passer de lire la littérature des Sénégalais. Des écrivains sénégalais comme Seydi Sow, Mariama Ba, Cheikh Hamidou Kane, etc., etc. Voilà. De pourquoi écrire, on l'a enlevé maintenant. Qui doit écrire? C'est important parce que tout le monde est de culture et de civilisation. Oui. Vous savez, on dit que l'homme vient de l'animal. C'est un processus de la civilisation qui nous a permis d'être aujourd'hui ce que nous sommes. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que nous sommes différents des animaux? Ce n'est pas seulement la parole. C'est que l'animal, ce qui le caractérise d'abord, c'est l'adversité, c'est la compétition, c'est de faire en sorte c'est la lutte pour la survie. Alors que la civilisation, ce que la civilisation nous a donné en primauté d'abord, c'est la générosité, le don de soi à l'autre, le rapprochement à l'autre. Nous sommes aujourd'hui, puisque hier, dans un village planétaire, où chacun de nous a un panier dans lequel est conservé ce qu'on pourrait appeler l'essentiel de sa culture, l'essentiel de son moi. Et nous avons envie de le proposer aux autres. Si aujourd'hui les gens se battent pour leur langue, si aujourd'hui les gens se battent on ne se bat pas pour la technologie. Non, les gens se battent pour la langue, la francophonie, les anglais, tout le monde, l'arabe, tout le monde se bat pour sa langue. Parce que la langue d'abord est le principal véhicule des valeurs culturelles. Quand nous écrivons, justement, même si nous prenons la langue de l'autre,
nous puisons les éléments essentiels de notre culture que nous proposons au reste de l'humanité. Un jour, j'ai posé à mes étudiants en disant, on a un proverbe, la plus belle fille du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Je leur ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a justement? Ils étaient incapables de me répondre, mes étudiants. Mais justement, qu'est-ce que la plus belle fille du monde a? Elle a ses valeurs culturelles. C'est ça qu'elle a. Son éducation de base, sa formation intellectuelle, c'est tout ce qu'elle peut offrir en dehors de sa beauté. Et les peuples aussi ne peuvent offrir dans ce banquet du donner et du recevoir, comme disait Senghor, que les valeurs essentielles de leur culture. Et ça passe par l'écrivain. Ça passe par les hommes de l'art. Pas seulement l'écrivain, mais les hommes de l'art, que ce soit le peintre, que ce soit l'artiste, que ce soit le chanteur, que ce soit l'art dramatique. Tous ces gens-là proposent des éléments essentiels de leur valeur culturelle au reste de l'humanité. Maintenant, pour revenir à la deuxième question, je ne sais pas, professeur, vous allez l'aborder un peu. Qui doit écrire? Parce qu'il faut qu'on choisisse également ceux-là qui sont... Cette question, elle est très difficile. Elle est vraiment très difficile. Parce que je ne sais pas qui je suis pour pouvoir décréter que tel doit écrire et tel autre ne le devrait pas. Je ne sais pas sur la base de quels critères moi je pourrais me permettre de dire que tel doit écrire et que non. Je pense que peut écrire tout un chacun qui pense qu'à un moment, ce qu'il a à écrire est inévitable. Il a besoin en fait de mettre au monde quelque chose qu'il porte. Il a besoin en fait de mettre au monde quelque chose qu'il porte. Que ce soit un discours, qu'il l'appelle conviction, qu'il l'appelle autre chose, mais qu'il sente, un peu comme paraphraser Barthes, que cet écrit était inévitable, qu'il l'a porté, qu'il l'a mûri, et qu'il est arrivé à un moment où véritablement il faut qu'il le dise, pas forcément pour s'en débarrasser, mais pour le partager. Parce que l'écriture, c'est un partage aussi. C'est toujours génial quand je lis un Seydi Sow ou quelqu'un d'autre, c'est toujours une écriture que je partage, c'est une partie de l'expérience de sa vie que je partage, c'est une façon de sa vision du monde que je partage. C'est pour cela que je ne peux pas dire que tel peut écrire ou que tel... Je peux dire que tel peut écrire, mais je ne peux pas dire que tel ne peut pas écrire, tel ne doit pas écrire, ça je ne le pourrai pas. Voilà. Seulement, en fait, dans la logique d'œuvres manquées, d'œuvres ratées, on ne lit pas, en fait, je ne sais pas. Beaucoup, quand même, ont des préférences par rapport aux écrits. Oui. S'il vous arrivez donc de donner votre préférence par rapport aux différents écrits, pour décliner un peu le profil d'un bon écrivain, parce qu'il nous faut quand même qu'on réfléchisse les choses. Qui doit écrire? Parce que tout le monde écrit aujourd'hui. Maintenant, parce qu'il y a les moyens qui sont là, c'est très adapté, mais est-ce qu'on ne devrait pas également revenir sur ça? Qui doit écrire? Mais moi, je dis que, tenez, je donne une image. On est au cœur de la nuit. Tout le monde dort. Seul un fou ose prétendre être éveillé et pouvoir dire aux gens, attention, il fait jour. Et de prendre encore un tambour et de se mettre à réveiller les gens. À mon avis, seuls les fous tentent le travail d'écriture. Parce que c'est quand même, somme toute, assez prétentieux de dire qu'on a quelque chose à dire aux autres. Et je pense que c'est là aussi où commence l'humilité de l'écrivain. C'est de dire qu'à part de l'instant où on doit s'adresser au reste de l'humanité, on doit se dire justement ce que disait Ampateba, qu'il faut savoir qu'on ne sait rien. Il faut partir de ce principe-là. Donc ce que les écrivains font en écrivant, c'est d'abord assez de prendre du courage sur eux-mêmes, mais ensuite en se disant peut-être que quelque part ils sont porteurs d'un message qu'ils doivent transmettre à leur peuple et aux générations à venir. Et quelque part aussi, c'est une manière aussi de laisser une trace. C'est une manière de laisser une trace, non pas en tant qu'individu, comme l'aurait dit Sartre, mais, ou Malraux, je pense, mais c'est de laisser une trace pour l'histoire que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que demain, quand les gens voudront voir comment était le Sénégal de maintenant, certainement, ils vont visiter les œuvres de ceux qui ont écrit au moment où, dans les temps présents.
C'est d'autant plus important que même nos jeunes enfants, nos jeunes élèves taquinent la plume. D'ailleurs, pour peut-être introduire un élève, un bachelier, qui est jeune poète, qui vient de mettre sur le marché un produit assez intéressant. Nous avons bien eu l'honneur de l'inviter pour notre rubrique table d'honneur que nous allons suivre tout à l'heure. On a eu à faire une interview avec lui. Lui-même, il a révélé ses impressions, qu'est-ce qui lui a conduit un peu à l'écriture et pourquoi il s'est mis à écrire. Nous allons suivre l'élément et revenir maintenant sur la question. Les Fallows, c'est un titre très évocateur pour moi, pour deux raisons. D'abord, la première raison, c'est une raison très personnelle, comme je le dis souvent, parce que en publiant Les Fallows, je me suis quand même posé beaucoup de questions sur moi-même, mes capacités à pouvoir publier une œuvre, mais aussi sur mon environnement immédiat et les conséquences que pourrait avoir cette œuvre. Ensuite, la deuxième raison, c'est une raison, comme je l'ai dit, plus collective. Une raison qui veut inciter la jeunesse africaine un peu à ne pas se limiter dans ses rêves, à aller au-delà des angoisses et des problèmes existentiels pour un peu donner forme aux rêves et aux aspirations qu'il entrevoit d'atteindre tous les jours. Donc les Fallows, qui signifie littéralement lumière de lanterne, veut dire dans cette partie-là que même si tout est obscur, une source de lumière doit jaillir quelque part. Et cette source de lumière ne peut jaillir que d'une ingéniosité et d'un esprit novateur de la part de la jeunesse africaine. Je ne me considère pas déjà comme un poète, c'est une lourde charge que je n'aimerais pas endosser tout de suite. Je me considère comme un apprenti poète déjà, parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à assimiler. Donc le fait d'endosser cette qualification de poète est un peu trop lourd à mon goût pour le porter maintenant. Maintenant, j'ai commencé à écrire à l'âge de 17-18 ans, comme je vous l'ai dit tantôt. Je taquinais la plume provisoirement jusqu'à ce que des camarades de classe qui croyaient en moi m'ont poussé vers la voie de la publication pour que je puisse dépasser cet effet de passe-temps que je faisais avec la littérature pour l'aborder comme une discipline véritablement majeure dans ma vie, et j'ai suivi leurs conseils et je ne le regrette pas. Les Fallows, c'est un recueil de poèmes composites de plus d'une cinquantaine de thèmes et d'approches que j'ai de mon environnement immédiat, c'est-à-dire de ma société. À travers les Fallows, j'ai un peu voulu décrier ce qui se fait de mal dans ma société, mettre le doigt là où ça fait mal, mais aussi encourager les mouvances qui sont bonnes, et les prises d'action faites par des gens, voilà, qu'il faut saluer. Donc les Fallows traitent de l'engagement, traitent la politique dans notre pays, traitent l'injustice qu'on nous fait subir tout le temps, les Africains dans le monde, traite de l'amour. Il y a plus de 12 poèmes écrits sur l'amour, et on me reproche d'ailleurs d'être trop romantique, mais je pense que l'amour est, comme je l'ai dit, est le fondement de la société. Donc on ne le dira jamais assez, il faut qu'on se le tienne pour dit. L'amour doit être sans cesse être l'objet de convoitises de part et d'autre. Pourquoi? Parce que personne n'a su trouver un point final à l'amour. Même les plus expérimentés dans le cadre de l'amour sont restés ou sont partis avec leur point d'interrogation. Donc pour moi, c'est un thème assez large qu'il faut étudier. Je traite aussi les oligarchies auxquelles nous sommes victimes, les Africains d'ailleurs. Je traite plusieurs sujets qui, je pense, font débat ou bien soulèvent des controverses
immédiat dans notre société, dans les bases sociétales, que j'essaie souvent de divulguer au grand jour. Je vous dirais que quel poète ne serait pas prêt à mourir pour l'amour? L'amour est le socle et le pilier de tout. Tous les grands poètes sont passés par ce thème de l'amour qui les a souvent hantés tout au long de leur vie. Prenez Sonnet pour Hélène ou bien Sonnet pour Hélène ou Amour de Cassandre de Ronsard et vous verrez bien que l'amour est un thème prépondérant qui a pris une ligne directrice de tous les grands poètes aujourd'hui qui se sont fait entendre ou qui sont connus. Donc pour moi, le fait de parler ou bien de prendre l'amour comme thème n'est qu'une répétition générale. J'essaie seulement de faire ce que d'autres ont fait avant moi et que ce que d'autres feront après moi aussi. Je dois dire que l'écriture n'est pas fortuite. Aujourd'hui, on ne peut pas se lever un bon matin et se proclamer écrivain. Et d'ailleurs, Rabelais disait ceci: pour créer, le poète devra longuement demeurer en sa chambre, affronter la faim, la soif et les longues vigiles. On ne prend pas le récit d'un rêve pour un poème. Donc, il y a souvent des citations qui disent que une citation, comme dit l'adage, qui prône l'idée selon laquelle si on n'est pas poète né, on se tait. Donc c'est une sorte de gift, comme diraient les Américains, de don qui émane souvent du ciel et que l'on doit nourrir. Dans la vie d'un homme, on doit toujours chercher quels sont les attributs qu'on a et les exploiter au mieux possible pour faire revigorer le plus profond de son être. Je pense qu'aujourd'hui, quand j'entends souvent les intellectuels ou bien le socle, on dirait le socle des penseurs africains qui disent souvent en Afrique l'Africain ne vit pas de son art, des choses comme ça. En Afrique, il est beaucoup plus urgent de s'attaquer à d'autres disciplines qui peuvent nous aider à s'en sortir. Moi, je dis non. Depuis quand la littérature fait partie des plus belles disciplines qui ont su apporter à chaque fois leur marque positive à l'histoire. Au XVIe siècle, du XVIe siècle à nos jours, quelles sont les plus grandes marques de déposition du savoir qu'a reçu l'histoire? Tout ceci est passé par la littérature. Donc je pense qu'il ne faut pas mettre la littérature dans un tiroir. Le rôle de la littérature doit être revisité pour le fait de galvaniser l'Afrique, parce que l'Afrique n'a pas besoin de choses unilatérales. Il a besoin de pluralité et de multitude de choses qui peuvent la faire décoller. Aujourd'hui, il ne faut pas seulement prendre la science comme élément majeur et laisser la littérature. Ce serait une grave erreur de la société africaine, étant donné que dans l'histoire, on a vu beaucoup de retournements de situation dus à la littérature. Prenons le cas des philosophes, le siècle des Lumières du XVIIIe siècle. Dans l'histoire, la Révolution française de 1784, 1789, toutes ces grandes révolutions ont été menées par le socle littéraire et je pense que ce socle-là doit encore continuer à exister, notamment pour laisser aux jeunes Africains leurs ambitions d'aller eux aussi apporter une touche ou une brique à l'histoire de leur génération. Retour sur le plateau, nous venons de suivre un jeune élève parce que c'est un nouveau bachelier qui vient de mettre sur le marché un produit, un recueil de poèmes, pour dire effectivement que la jeune génération également est tentée par l'écriture. Qu'est-ce que vous, en tant qu'écrivain et doyen également, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est une excellente chose. Nous avons un pays magnifique où la littérature a de très beaux jours, où, machallah, le travail intellectuel est là et c'est très important. Cela prouve que le développement ne nous est pas interdit. Cela veut dire que forcément, nous allons aller vers un épanouissement
de nos peuples. Parce que quand on oublie le travail intellectuel, on ne peut pas se développer. Et c'est une excellente chose. Il y a dans les tiroirs aujourd'hui, le professeur est là, il peut le dire, des magnifiques manuscrits, des gens qui ont du talent et qui ont envie de prouver qu'ils savent écrire et qui ont une très belle écriture, machallah. Et c'est important. Et deuxièmement aussi, là où ce que je voudrais souligner, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de mauvais livres. Il n'y a pas de mauvais livres. On peut toujours trouver un enseignement, une leçon dans un livre. Peut-être, c'est les professeurs qui vont dire que c'est sur le plan esthétique, c'est sur le plan des figures stylistiques, c'est sur le plan de la forme que le livre pêche. Mais au niveau des idées, il n'y a pas de mauvais livres. Tous les livres sont bons. Maintenant, ils sont perfectibles. Parce que toute œuvre humaine est perfectible. Toute œuvre humaine est perfectible. Et je pense à ce niveau-là, c'est là où le travail des professeurs comme Emmanuel est très important. Eux qui organisent des ateliers d'écriture, qui essaient de mettre la jeune génération sur la voie royale de l'écriture. C'est important, professeur. Nos jeunes élèves écrivent. Qu'un jeune élève écrive, c'est une très bonne chose. Moi, j'encourage toujours les élèves, et surtout les jeunes, à écrire. D'autant que certains, ils vont jusqu'à l'université. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des étudiants qui me disent « Monsieur, je n'ai jamais tenté d'écrire ni un poème, ni un conte, ni une nouvelle. » Et pourtant, ils ont fait des études en lettres. Et je trouve ça quelque part un peu gênant. Parce que être consommateur de texte est certes bon. Tout écrivain, d'ailleurs, est consommateur de texte. Mais être producteur de texte aussi est bien. C'est-à-dire que les deux vont de pair. On ne peut pas être producteur de texte sans être consommateur de texte. Un grand écrivain, c'est d'abord un grand lecteur. C'est pour venir à votre question, pour être vraiment, peut-être si je peux me le permettre, c'est que pour être bon écrivain, il faut d'abord accepter d'être lecteur, parce qu'on lit et surtout on écrit avec les livres que l'on a lus, pour parler un peu comme Barthes. On écrit avec les livres que l'on a lus, mais surtout, il faut accepter de faire un travail colossal dans le sens de la maîtrise de la langue, parce que quand on écrit dans une langue aussi, on n'écrit pas n'importe quoi. Que l'on écrive en français, en wolof, en sérère, en bambarou, dans n'importe quelle langue, il faut accepter de faire un travail sur la langue. Mais il faut accepter également de vivre l'expérience, en fait, du sujet d'écriture. Je donne un exemple. Si moi, je veux écrire, par exemple, une scène qui se passe dans un hôpital avec des patients, des infirmiers, des médecins, je me verrais mal rester dans mon coin, dans ma classe de professeur et vouloir relater leur journée. Il faudrait que j'accepte d'aller vivre l'expérience sur le terrain, pouvoir la vivre d'une certaine façon, pouvoir l'observer et pouvoir ensuite chercher d'en rendre compte dans le sens d'y mettre une créativité qui est à moi. Mais je ne peux pas ne pas faire l'expérience de la chose et vouloir l'écrire. Donc, il y a ces deux exigences-là, à mon avis. La première, celle de la langue, celle de l'expérience en tant que telle, mais surtout l'expérience de l'écriture en tant que telle, c'est-à-dire en tant que partage entre écriture et lecture en même temps. Parce qu'on ne peut pas lire, en fait, on ne peut pas se mettre à écrire sans avoir lu. C'est comme quand je parle des langues également, on ne peut pas écrire dans une langue en restant fermé. On écrit avec toutes les langues du monde. C'est-à-dire que quand Sédisso écrit, il a nécessairement une part de son pulaar, une part de ce qu'il sait du sérère, une part de ce qu'il sait du wolof, en plus de ce qu'il sait du français et éventuellement d'autres langues. Il ne peut pas écrire en excluant les autres langues. C'est en fait ce maillage, ce moule entre ces différents aspects-là, peut-être qui peuvent permettre ces différents aspects-là qui peuvent permettre à quelqu'un peut-être de produire un écrit, tout en sachant que se lancer dans l'aventure, c'est se lancer dans un travail acharné. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'écrit, le premier jet n'est qu'un simple jet d'ailleurs. Il est jeté. Il faut nécessairement le travailler et le retravailler. Professeur, vous défendez toujours cette thèse qui est un peu réaliste et naturaliste. Ça me rappelle un peu Zola. Mais vous avez dit quelque chose d'intéressant et je voudrais interpeller M. Sédisso. On écrit en fonction de notre audimat,
En tout cas, il faut choisir ses lecteurs pour écrire. Parce qu'il faut écrire, comme le disait l'autre, je me contenterai de simplement dire ce que la passion seulement me fait dire. Je voudrais en fait que vous nous édifiez un peu sur ça. Est-ce qu'on choisit nos lecteurs pour écrire ou bien on écrit pour le simple plaisir d'écrire sans chercher les bailleurs? À mon avis, si on choisit son lectorat pour écrire, on ne va pas écrire. À mon avis, c'est mon avis. Mais enfin, il y a des genres qui ont leur lectorat. Encore. Je pense que quand on écrit, d'abord, on ne se soucie pas de qui va lire ou qui ne va pas lire. On a en soi quelque chose qu'on voudrait partager avec l'autre. Ça peut être un message, ça peut être une émotion, ça peut être une expérience, mais c'est un vécu qu'on voudrait partager avec l'autre. Tout à l'heure, on était en train de discuter la part de la fiction dans la réalité romanesque. C'est un sujet assez important. Parce que pour moi, la fiction n'est pas toujours totale dans l'œuvre romanesque. Parce que quand j'écris une histoire, le matériau qui va me servir à écrire cette histoire, c'est du concret, c'est de la réalité. Je peins des scènes, des situations, peut-être que j'ai eu à vivre ou que j'ai eu à rencontrer dans mon vécu quotidien. Et j'essaie de les faire entrer dans une trame romanesque, dans une histoire peut-être qui a été inventée par moi. Mais les éléments qui vont permettre à cette histoire de tenir, ce sont des éléments tirés de la réalité. Donc vous voyez donc que la fiction n'est pas totale dans l'œuvre romanesque. Il y a toujours une part, ce que les professeurs appellent de vraisemblance. Si ça n'existe pas, ce n'est plus possible. Donc quand quelqu'un écrit, il écrit d'abord parce qu'il a quelque chose à véhiculer, à transmettre. Maintenant, il peut avoir le bonheur de rencontrer, si tu veux l'audimat comme tu le dis, mais de rencontrer des gens qui sont preneurs de cette écriture, qui sont preneurs de cette histoire-là. Et en ce moment, fondamentalement, sa gloire est faite, sa renommée est assurée, parce qu'il a rencontré un lectorat qui est accroché à son écriture. Tout comme on peut écrire aujourd'hui une histoire qui rencontre l'adhésion de la population, des lecteurs, et l'instant d'après écrire une autre histoire, mais qui tombe comme un flop, parce que justement les gens ne veulent pas. C'est important, d'autant plus que c'est Camara il m'a qualifié d'œuvre ratée, d'ouvrage de Camara. Comme maintenant, je voudrais encore revenir, c'est le dernier point qu'on va aborder, le rôle de l'écrivain dans la société. En tout cas, écriture et intérêt de l'écriture. Est-ce qu'on peut chanter, on peut se permettre de chanter quand on brûle, comme on peut dire l'autre? Je pense qu'on peut se permettre de chanter quand Rome brûle. Parce que c'est dans le fond de la chanson que réside le drame de Rome. Je veux dire autrement que c'est dans le fond de la fiction que réside la vérité de la création artistique et romanesque et la vérité de l'écriture en général. Je prends deux exemples. Quand je relis Debout mon enfant de Seydi Sow, dans le fond, au-delà de la fiction, qu'est-ce qu'on comprend à travers le personnage de Dinadé? On comprend que le handicap est un état mental et psychologique. Ce n'est pas parce que je manque d'une jambe ou d'un pied que je suis handicapé. Je suis handicapé parce que je n'ai pas cette force de détermination en moi qui est dans ma tête qui me permet de me dire j'ai quand même la possibilité de prendre mon destin en main. Un autre exemple, quand on lit, comment dirais-je, La grève des Batous de Aminata Sow Fall, j'ai eu à en parler avec plusieurs journalistes parce que c'est quelque chose que je trouvais curieux. Pendant des années, on a parlé dans ce pays, en fait, comment dirais-je, de mendicité, d'interdiction de la mendicité, et on veut interdire un mal, on veut tuer un mal, on ne réfléchit pas sur ses causes profondes. Beaucoup disent oui, c'est la pauvreté, c'est la pauvreté, c'est la pauvreté. Dans le fond, on a trouvé des mendiants qui avaient construit des maisons à étages avec leur mendicité. Ceux-là, on ne peut pas dire qu'ils étaient pauvres. Mais en réalité, ce que l'on comprend à travers ce personnage-là, c'est que la mendicité n'est pas forcément le fait de ceux-là qui tendent la main, mais de ceux-là qui donnent l'aumône et qui ont besoin d'apaiser leur conscience.
Et si on doit combattre la mendicité, c'est à ce niveau-là qu'il faut la combattre. Parce que sinon, il y aura toujours des gens qui tendront la main en te disant « j'ai une ordonnance, je ne peux pas comment dirais-je, la payer, j'ai des enfants, aujourd'hui je n'ai pas la dépense quotidienne », ça peut arriver à n'importe qui. C'est arrivé même à des présidents. Le président Sankara, il lui arrivait de rester chez lui sans avoir la dépense quotidienne. Et pourtant, c'était un président. Donc, ce n'est pas ça qui va manquer. Ce qu'on peut faire maintenant pour combattre la mendicité, c'est de voir comment libérer psychologiquement ces gens-là qui donnent la mendicité la plupart du temps. Non pas pour Dieu, mais parce que je veux un truc. Le marabout m'a dit, il faut faire ceci, il faut donner de l'aumône. Je veux faire un examen, je convoite un poste, je fais de l'aumône, etc. Comment libérer psychologiquement ces gens-là pour qu'en réalité, qu'ils se disent que ce n'est pas ça qui va leur donner en fait le poste qu'ils cherchent ou l'examen auquel ils se présentent. Moi, je pense que c'est dans le cœur même de la fiction que réside la vérité en fait du roman et de l'écriture en général. Voilà. Donc, M. Sédisson, je voudrais encore revenir sur le dernier point, le rôle de l'écrivain dans la société. Est-ce que vous défendez la question dans laquelle il faut quand même de l'art pour le progrès, ou bien l'autre thèse consiste à faire de l'art pour l'art? Quelle est votre position justement par rapport à ces deux aspects? Mais je voudrais juste rappeler la phrase de Victor Hugo. L'écrivain vient en des jours impies pour préparer des jours meilleurs. Mais je voudrais juste aussi revenir sur quelque chose. Vous venez de le dire de façon très rapide, mais c'est important de revenir là-dessus. Vous avez dit que l'œuvre de Kamarala est ratée. Moi, je ne dirais pas que l'œuvre de Kamarala est ratée. C'est une belle œuvre, parce que fondamentalement, dans l'Enfant noir, Kamarala nous a montré l'organisation de la société africaine. Organisation qui a été foulée aux pieds par l'irruption des Blancs par le biais de la colonisation. Mais mieux, Kamarala a été obligé de quitter son pays après avoir écrit Dramous et Le Regard du Noir, qui parlait justement de la Guinée sous ses Touré. Et il était venu se réfugier au Sénégal, et c'est là où il a passé sa dernière vie. Et le maître de la parole de Kamarala, c'est extraordinaire, reparlant de l'histoire de Soundiata Keïta. Donc, fondamentalement, et ça permet de montrer le rôle de l'écrivain, justement. Le rôle de l'écrivain, justement, c'est de se battre avec les armes qui sont les siennes, les armes qui sont les armes de l'intelligence. Parce qu'il n'y a pas d'arme meilleure que l'intelligence, meilleure que l'intellectuel. Regardez, l'émancipation des peuples africains. Vous croyez que Senghor, Damas, Gontran, Césaire sont absents de cette émancipation? Au moment où ils écrivaient dans leurs poèmes, dans leurs textes, la question de la négritude, vous croyez que c'était innocent? Vous croyez que Semed Ousmane, qui a eu à se battre tout au long de sa vie par rapport à la colonisation, par rapport à un certain asservissement, c'est ça le rôle de l'écrivain. Le rôle de l'écrivain, quelque part, on mettra entre guillemets si on veut, mais c'est un rôle d'éveilleur des consciences. C'est un rôle de bâtisseur des nations. Si la France aujourd'hui est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que dans les fondements même de cette nation française, il y a eu de grands intellectuels, des Voltaire, des Zola, des Hugo, etc. etc. S'il n'y avait pas eu tous ces Diderot-là, certainement que la France n'aurait pas été ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, mais justement la dernière question, qu'est-ce que nos écrivains, nous, Sénégalais, Africains, ont contribué pour le développement, surtout au moment où on parle un peu que l'heure est un peu grave. Où sont nos écrivains? Alors, nos écrivains sont là, hein? Ils écrivent de belles choses. Alors, ils font de très bonnes choses aussi. Il y en a qui écrivent de très beaux textes, il y en a qui participent véritablement à cette révolution sociale en douce, parce que ça ne peut être qu'une révolution sociale en douce. Ils ne prennent pas les armes, okay, mais ils prennent au moins leur plume et participent de cette révolution sociale et permettent à la société de se repenser, de se réfléchir et de réfléchir sur elle-même surtout. Évidemment, tout n'est pas rose dans leur travail, ça il faut le dire, loin de là. Il y a beaucoup de livres que l'on publie ici encore au Sénégal sur lesquels il n'y a pas assez de travail, tant du point de vue de la langue,
tant du point de vue de la construction de la fiction, tant du point de vue de l'édition. Des fois, on édite des livres qui sont pleins de fautes, par exemple, ou même qui sont mal paginés, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de choses à refaire. Mais quand même, il ne faudrait pas être nihiliste. Il y a de très bonnes choses que font nos écrivains. Je peux en citer beaucoup d'ailleurs, je peux en citer plusieurs. Ils participent véritablement à la construction, en fait, de notre nouvelle société, parce que nous avons besoin de construire une nouvelle société pour laquelle 60 ans ne signifie pas grand-chose. Mais nous sommes pressés parce que nous avons le sentiment que tout est urgent. C'est ça mon avis là-dessus. Ouais. En fait, M. Seydou, vous n'êtes pas... Vous êtes un peu mal placé pour dire comment vous avez contribué à la bonne marche des choses, mais peut-être le dernier mot, parce qu'on est au terme vraiment... Oui, mais il l'a dit, hein, il l'a dit fort bien. Parce qu'Emmanuel aussi, ce n'est pas seulement un professeur de français, c'est aussi un grand critique qui suit pas à pas l'actualité littéraire de son pays. Mais vous venez de le rappeler vous-même, Amin Sofal, la grève des bateaux. Mais c'est une position d'un écrivain. Mais Mourambi, avec Boubacar Boris Diop, mais on peut en citer à foison des gens qui ont eu à prendre la plume pour dénoncer certaines choses, pour dénoncer certains faits. Et c'est ce que disait Alioune Badara Bèye. Il disait que le drame des nations commence toujours par le silence de ses écrivains. Et heureusement que nous ne sommes pas silencieux. Nous parlons. Maintenant, ce qu'il y a lieu de dire, et c'est là où, si on veut que notre voix porte, il faut que nous travaillions à la diffusion des livres. Il faut que nous ayons un réseau de distribution. C'est là où le bas blesse. Malheureusement, cette émission n'est pas centrée sur l'édition, mais c'est là où le bas blesse, justement. C'est parce que les écrits qui sont produits au Sénégal sont mal connus d'abord à travers l'Afrique. On vient de quitter la Tunisie, où le Sénégal était l'invité d'honneur. Mais extraordinaire, il y a peu d'écrivains connus en Tunisie, parce que les œuvres ne circulent pas d'un pays à l'autre, dans le continent africain même, avant même de parler de l'Hexagone. Nous reviendrons un peu sur l'édition. Je pense que ça pose problème. Tout à fait, absolument. Et la promotion des écrivains pour une émission. En tout cas, c'est un plaisir, M. Faye, de partager le plateau avec vous. Peut-être le dernier mot, M. Seydou également, c'est un immense plaisir de vous recevoir ici sur le plateau de Mourchid TV. Vraiment en tant qu'écrivain, grand écrivain, mais également, vous n'avez pas assez de temps à consacrer aux médias, parce que, véritablement, voilà, le temps de l'écriture, comme on l'avait dit tout à l'heure, vous préoccupe parce que vous êtes là et que vous avez beaucoup d'ambition pour le Sénégal et pour surtout le rayonnement de la littérature africaine sénégalaise. Mais merci, mais je n'oserais pas dire que c'est un plateau. Moi, j'ai hésité avant de prendre place sur ces trônes. Ce sont des trônes. Et c'est bien, Jack, d'avoir invité un professeur de français et quelque part un écrivain sur des trônes. Ça sont des trônes. Et c'est magnifique. Non, aujourd'hui, je lui laisse la couronne parce qu'il est magnifique quand même. C'est un homme pétri de générosité et qui nous accompagne. Merci pour l'invitation et merci de m'avoir fait découvrir la télévision Mourchid, que je le dis et je le répète, que je suis vraiment quotidiennement. Chaque fois que je zappe, je vais d'abord voir ce qui se passe à Mourchid avant d'aller vers les autres télés. Parce que vous faites de bonnes choses et je vous félicite. Merci. Alors, bon, je vais commencer par vous encourager, Jack, pour cette initiative. Bon, en tant qu'élève, je ne sais pas, mais je vous encourage quand même. Oui, pourquoi pas. Mais l'élève a grandi, il est devenu maître aussi. Okay? C'est un honneur pour moi, c'est un plaisir aussi de voir cela. Donc je vous encourage, continuez à faire du bon travail, continuez surtout à lire. Parce que pour faire des émissions littéraires, il faut lire, il faut s'informer de ce qui se passe dans la littérature en général. Pas seulement au Sénégal, mais dans le monde entier. Ça vraiment, si j'ai une suggestion vraiment que je peux vous faire, ce sera celle-là. L'autre, évidemment, c'est encore de remercier Sidi Sow. C'est toujours un grand plaisir que d'être avec Seydi Sow, de partager avec lui, discuter avec lui. Et de prier également pour Mourchid TV. J'aimerais bien que cette télévision puisse continuer à faire de bonnes choses. Voilà, pour la littérature, pour la société en général. Merci, M. Sow. Voilà, donc nous sommes au terme de l'émission. Voilà, nous remercions toute l'équipe de la Mourchid TV et nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro de
là.